Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Prendre une photo avec son téléphone portable, la poster sur les réseaux sociaux, c'est à la portée de tout le monde. Mais en revanche, fédérer une communauté, générer des revenus stables, c'est une autre paire de manches. Alors, comment fait-on pour devenir bankable sur les réseaux sociaux? Y a-t-il une recette miracle? Le hasard est-il vraiment de la partie? Immersion aujourd'hui dans l'univers des créateurs et créatrices de contenus digitaux. Bonjour Valentine Caporal. Bonjour Vincent. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Bonjour Elliot. Bonjour Valentine. On vous retrouve un petit peu plus tard dans cette émission pour parler vie privée sur les réseaux sociaux. Valentine, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes valaisanne d'origine, vous habitez Genève, genevoise d'adoption depuis de nombreuses années maintenant. Vous avez 2 enfants, vous êtes animatrice radio, télé et créatrice de contenu. Sur Instagram, vous faites appeler Valentine Reine des Tartines. Vous avez actuellement 148 000 abonnés. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre un compte qui décolle et un compte qui stagne à 100, 200 personnes comme la majeure partie des gens? Le chiffre, c'est tout, c'est le nerf de la guerre sur Instagram. Et en ce moment, c'est de plus en plus compliqué justement d'avoir ce chiffre qui grandit, cette communauté qui grandit. Et ce qui fait la différence, vous allez sûrement me poser la question, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Eh ben, j'ai pas vraiment de recette miracle à vous donner. J'ai envie de dire l'authenticité. Oui, l'authenticité, vous l'avez exploré depuis le début sur Instagram. Ça fait quelques années que vous y êtes maintenant. Vous avez créé un compte. Comment ça a évolué? Racontez-nous cette histoire. Bêtement, j'ai téléchargé l'application en sortant de Facebook parce que tout le monde commençait à en parler. Donc, je l'ai téléchargé assez tôt, mais je m'en servais pas du tout. Et puis, j'ai commencé à m'en servir vraiment, puis à échanger au quotidien presque quand j'ai annoncé ma première grossesse, parce que j'avais vraiment envie de m'en servir comme un petit peu d'un journal de grossesse pour garder des archives, pour garder des souvenirs, des photos, des ressentis par écrit, etc. Et en fait, en faisant ça, il y a une petite communauté qui s'est formée autour de moi, de mon histoire, et qui a commencé à suivre l'aventure et qui a été grandissante de plus en plus. La grossesse, c'est forcément une étape concernante dans la vie des gens. On y est peut-être une fois confronté dans sa propre vie. Confronté, c'est horrible de dire ça. On a la chance de vivre ça. C'est vrai. Ça. Mais du coup, il faut être fédérateur, donc des thèmes qui nous regroupent tous finalement. C'est ça qui fédère. Je pense. En tout cas, moi, clairement, c'est ce qui a fonctionné. Et j'y allais pas pour que ça fonctionne, en fait, vraiment. J'y allais pour raconter des trucs et surtout pour trouver d'autres femmes qui vivaient les mêmes choses que moi. J'avais besoin de partager. J'étais la première de mes copines à être enceinte. J'avais pas de copine enceinte à ce moment-là. Et j'avais besoin de trouver des filles qui étaient enceintes au même stade que moi, qui vivaient les mêmes petits désagréments ou alors les mêmes bonheurs pour pouvoir échanger. Donc finalement, gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, c'est pas forcément un but en soi. Il n'y a pas de recette miracle que l'on applique. C'est un phénomène, la conséquence d'un phénomène qui est non reproductible en fait. Pour mon cas, oui, mais ça peut aussi être quelque chose qui se construit parce que maintenant, Instagram a vachement changé, ça a beaucoup évolué, l'algorithme aussi. Enfin, c'est plus comme avant, c'est plus tu as des abonnés, plus ils viennent. C'est plus comme la boîte de nuit, plus elle est remplie, plus les gens ont envie d'y aller. Ça fonctionne plus de cette manière-là. Malheureusement, ça a beaucoup changé. Et les gens qui sont sur le réseau sont aussi plus les mêmes et ils viennent pour d'autres raisons. Donc oui, il y a quand même cette partie de personnes qui viennent sur Instagram pour créer une communauté dans le but de gagner de l'argent et dans le but de vendre des trucs, quoi. En 2020, Instagram comptait justement une communauté d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Ça fait du monde. En parallèle, il y a une étude récente qui montre qu'un utilisateur moyen passe à côté de 70% du contenu qui est proposé par sa communauté. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer ? Proposer des choses un peu différentes, proposer des choses, comme vous l'avez dit, qui rassemblent, des sujets qui intéressent les gens. Essayer de se diversifier un maximum aussi, pas proposer uniquement toujours les mêmes contenus, mais essayer de parler à plus de monde. Justement, ça peut faire venir plus de monde aussi. Et puis voilà, je pense que c'est ça. On parle beaucoup maintenant de micro-influenceurs aussi. Avec 148 000 abonnés, vous vous situez où dans la fourchette des influenceurs ? Je suis pas encore une grosse influenceuse. Enfin, je sais pas. Ça dépend les pays, peut-être. Peut-être pour la Suisse, oui. Mais moi, mon marché, il est principalement français parce que 80% de ma communauté est française. J'ai 10% de Suisse. Et en France, je suis pas parmi les plus grandes du tout. Je fais quand même partie du panier intéressant, mais je suis pas encore sur le haut du panier. Je suis pas dans le fond non plus. Et puis, les micro-influenceurs, c'est hyper important.
Ça marche super bien en termes de communication pour des marques qui ont besoin de communiquer à des audiences très ciblées. Ça marche très très bien parce qu'en général, plus on a une petite communauté et plus on discute vraiment avec elle, limite individuellement avec chacun de nos abonnés. Ce que moi, j'arrive plus à faire évidemment avec 148 000. Ça serait vous mentir que de vous dire que je réponds à tout le monde et j'essaye un maximum, mais c'est pas possible. Justement, quand on arrive à un certain nombre d'abonnés, quand on dépasse peut-être une limite, est-ce que ça nous dessert vis-à-vis peut-être des tout premiers abonnés avec lesquels on pouvait discuter? Oui et non. Après, ceux qui sont là depuis le début, ils savent pourquoi ils sont là et ils sont toujours dans la bienveillance. Ils savent, ils ont tous remarqué que la communauté, elle a pris de l'ampleur et en fait, il s'est passé pas mal de changements aussi sur Instagram depuis. Donc, à la base, on avait une boîte de réception de messages privés, les DM, et du coup, on recevait les messages de quelqu'un, on pouvait y répondre et on échangeait comme ça. Et maintenant, il y a une deuxième boîte qui s'est créée de messages privés de personnes avec lesquelles on n'a jamais échangé ou qu'on ne suit pas en retour. Donc, c'est une deuxième boîte dans laquelle je vais très rarement parce que j'ai déjà validé, je pense, jusqu'à 20 000 abonnés. Je répondais systématiquement à tous les messages que je recevais tous les jours, des centaines et des centaines, mais je répondais à tout le monde. J'y mettais un point d'honneur. Donc, tous ces gens-là avec qui j'ai déjà échangé, je continue à leur répondre. Par contre, la deuxième boîte, c'est vrai que j'y vais un petit peu moins. Et ça ressort, des fois, on me le dit en commentaire, tu réponds pas, c'est pas sympa et tout. Mais je leur dis, mais j'essaye un maximum, mais je pourrais faire que ça de ma journée, en fait. Valentine Caporal, en 2020, les revenus publicitaires générés par Instagram atteignaient 13 milliards de dollars. Ils sont estimés à 18 milliards de dollars pour 2021. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces revenus? Comment est-ce qu'Instagram gagne cet argent? Le réseau social Instagram, Le réseau. il gagne pas suffisamment dessus. C'est pour ça qu'il essaye de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues à nous qui travaillons sur la plateforme. Comment? En coupant notre visibilité. En fait, Instagram arrive à détecter pas mal de choses. Il détecte quand on fait une collaboration, déjà, on est obligé de le notifier. Il y a différents outils qui permettent de le faire. Si on n'a pas cet outil-là, on l'écrit simplement sur la story ou sur le post. Ça, c'est hyper important au niveau de la loi. Mais Instagram, du coup, se sert de ça pour repérer qu'en fait, tu gagnes de l'argent via sa plateforme et coupe ta visibilité auprès de ta communauté. C'est-à-dire que les gens qui te suivent, ils vont se connecter et normalement, tu es le premier petit rond à apparaître au niveau des stories. Là, tu seras plus du tout. Ils vont vraiment te couper la visibilité pour t'inciter ensuite à prendre des promotions payantes pour que tu boostes ton contenu, que tu le payes via Instagram et pour que eux touchent quelque chose dessus. Donc, si on résume, vous touchez de l'argent d'une marque pour faire des posts, la représentant, et ensuite, vous financez la visibilité du post et Instagram gagne de l'argent. Moi, je le fais pas. J'ai toujours refusé de booster mes posts parce que en fait, ça nous dessert parce que du moment que Instagram comprend que tu as les moyens de rémunérer sa plateforme, de payer pour pouvoir donner de la visibilité à tes contenus, et bien on va rentrer dans une espèce de cycle comme ça et ils savent que tu as les moyens, donc ils cassent ta visibilité pour que tu repayes systématiquement à chaque fois pour tous tes contenus. Et je veux pas rentrer là-dedans. Le mieux, c'est vraiment quand tu es influenceur, en tout cas, ou quand tu es créateur de contenu et que tu fais ça comme ça, que tu n'es pas une marque, vaut mieux ne pas sponsoriser ton contenu. Est-ce qu'il y a des moyens de gruger l'algorithme? Qui connaissait bien le réseau social? Savoir s'il y a des moyens. Tips, vous en avez à nous donner? Des tips, non. Par contre, il y a des petites astuces. Il y a des petites astuces à faire pour aider au niveau de la visibilité. Instagram aime déjà qu'on utilise tous ces outils, tout ce qu'il met à disposition. Donc, ça veut dire que s'il permet de faire des stories, des posts, des reels et compagnie, il a envie que tu te serves de tout ça. Donc, si tu fais que des posts, déjà, il va se dire, lui, il se sert pas de tous les outils. Hop, je vais lui casser un peu ses pattes. Et c'est comme ça pour pas mal de choses. Il aime bien que tu utilises ses filtres à lui. Il aime bien que tu crées ton contenu directement sur la plateforme. Alors, on sait que c'est très rare pour les créateurs de contenu. On aime bien monter notre contenu sur un vrai logiciel de montage pour que ce soit beaucoup plus qualitatif et l'importer ensuite sur Instagram. Et ça, il aime pas vraiment, par exemple. Donc, il y a des petites clés comme ça. Faut être au courant et il faut essayer de les suivre un maximum. Aujourd'hui, vous vivez des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram. Est-ce que vous n'avez pas peur, c'est cette espèce de d'épée de Damoclès sur la tête qu'Instagram modifie comme ça sa politique et que tout s'arrête? Je pense pas que tout va s'arrêter du jour au lendemain, vraiment. Que tout change, mais c'est toujours petit à petit. Ils amènent les choses petit à petit. Et je pense pas que ça va arriver du jour au lendemain. Et je pense que en plus, on commence déjà à prévoir l'avenir en mettant nos œufs dans d'autres paniers aussi. Clubhouse. Non, mais à part ça, voilà. J'ai un vrai coup de cœur. Clubhouse, ça marche très fort. Ouais, et apparemment, ils vont commencer à monétiser aussi.
Et pour moi, c'est la plateforme rêvée. Comme vous le disiez, j'ai fait de la télé, de la radio. Pour moi, c'est idéal. C'est vraiment un logiciel qui me permet, enfin une application qui me permet de faire ce que j'aime faire, ce que je fais plus de la radio en l'occurrence. Et voilà, j'aime bien me dire que dans le futur, il y aura d'autres choses. De toute façon, il y aura d'autres choses, c'est sûr. Avant, je jurais que par Facebook, déjà c'est mort, maintenant c'est terminé. Maintenant c'est Instagram. Bien sûr que dans quelques années, ce sera plus Instagram, ce sera autre chose. Mais je pense pas que ça va s'arrêter d'un coup. Et je pense que l'idée, c'est de toujours être bien informé, de continuer à suivre un petit peu les tendances, de s'inscrire sur les nouvelles plateformes qui naissent, parce que ça va évoluer et il vaut mieux qu'on soit déjà un peu avant-gardiste. Parler de radio, de télé, vous avez une grosse expérience dans la matière, dans les médias, l'animation. Est-ce qu'elle est essentielle pour réussir sur une plateforme comme Instagram, pour réussir à intéresser les gens ? Pas du tout essentiel, mais moi, je pense que ça a été un vrai plus pour moi. Parce que si je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à la télé, ça a été un exercice vraiment, vraiment difficile de synthétiser, d'aller droit au but lorsque je m'adressais aux téléspectateurs. Et en fait, j'ai déjà tout ce travail-là qui est fait. Et je sais que quand on regarde des stories, par exemple, d'écouter un influenceur qui parle, mais qui tourne autour du pot et qui va pas directement droit au but, on peut raconter des histoires. C'est évidemment à ça que ça sert aussi. Mais à un moment donné, il faut quand même aller là où on a envie d'aller. Et parfois, c'est long, parfois, c'est un peu... Bon. Donc, on a tendance à zapper. Donc, je pense que ça m'a aidé aussi, parce que j'ai cette facilité à synthétiser le propos. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des formations pour devenir influenceur ou créateur de contenu ? Est-ce qu'on peut se former vraiment spécifiquement là-dedans ? Alors, je ne suis pas au courant. Je sais qu'il y a pas mal de séminaires, ou je ne sais pas comment les appeler, mais au SAWI notamment, au SAVI. Je ne sais pas si ça se dit SAVI ou SAWI. Bref, je sais qu'il y a ça. Il y a régulièrement des thématiques sur l'influence, mais après, une vraie formation pour l'influence, peut-être dans les endroits avant-gardistes, style Canada, ou peut-être même en France, qu'il existe une formation, mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Valentine Caporal, je vous propose de jouer au 5 sur 5. Je vous donne 5 mots. À vous de me dire ce que ça vous évoque spontanément. Ma spontanéité, justement. Histoire de vie. Non, c'est ça le jeu ? Je dois répondre. C'est ça le jeu, ouais. Okay. Histoire de vie. Est-ce qu'on peut se permettre d'être spontané vraiment sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce qu'on doit l'être ? On devrait, en tout cas, pas tout le monde l'est. Moi, j'essaye un maximum. Après, quand il s'agit de collaboration, évidemment, c'est plus difficile parce que très souvent, le contenu doit être validé en amont, donc c'est moins spontané. Malgré tout, moi, dans ce que je raconte, j'ai jamais rien écrit. J'ai toujours, je raconte les choses comme je les vis, comme je les expérimente. Et voilà, j'essaie d'être le plus spontané possible, même si c'est tourné en amont, monté et validé auprès de la marque. Les marques, elles viennent vous voir, c'est vous qui les sollicitez, comment ça se passe ? C'est les marques qui viennent nous voir la plupart du temps. Après, si on a très 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 envie de bosser avec une marque, on peut aussi aller la voir et lui proposer notre profil. Mais non, c'est les marques qui viennent à nous. Vous parliez tout à l'heure de collaboration, est-ce que c'est pas un terme déguisé pour dire publi-reportage ? Je sais pas. Non, ouais. Après, collaboration, c'est très clair. Pour les gens, c'est de la publicité, hein. C'est très clair, tu vas faire de la publicité pour un produit qui certes te plaît, que tu as sélectionné, que tu as testé et que tu valides, mais ça reste quand même une forme de publicité. Et ça, tout le monde l'a bien compris, et les marques surtout. Est-ce qu'on peut se permettre, quand on est influenceur, de dire qu'on n'aime pas, si la marque a sponsorisé le post, ça vous est arrivé ? Alors moi, je fais carrément pas la collaboration si ça me plaît pas. En fait, je teste. Si ça me plaît pas, j'annule. Même si j'ai déjà négocié quelque chose, même si j'ai déjà validé quelque chose, le contrat n'est pas signé tant que j'ai pas testé le produit. Et même dans le contrat, c'est toujours écrit que c'est soumis d'abord à validation auprès de moi. Et moi, simplement, je fais pas. Après, je peux parler d'un truc qui m'a vraiment déçu, même hors collaboration. Ça peut m'arriver, bien sûr, s'il y a un truc que je trouve un petit peu abusé, j'ai envie de mettre en garde ma communauté. Oui, là, je vais le faire. On revient sur le 5 sur 5. Communication, oui. Vous avez une formation là-dedans. Vous avez travaillé de nombreuses années dans la com, dans la publicité. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, est-ce que c'est juste une plateforme supplémentaire ou est-ce qu'il y a vraiment un changement de paradigme dans la manière de communiquer pour les marques ? On n'est plus dans le 5 sur 5 là. Hein. On s'est un peu éloigné, c'est vrai. Alors, il faut me répéter la question, mais j'étais en mode prête à dégainer. Est-ce que c'est une plateforme de plus ? Ouais. Ou est-ce qu'il y a vraiment, ça induit un changement fondamental dans la manière de communiquer ? Je pense que là, pour l'instant, c'est une plateforme supplémentaire. Évidemment, les marques, elles vont pas mettre tout leur budget publicitaire dans les réseaux sociaux. De plus en plus, parce qu'elles ont compris qu'on touchait la clientèle, leur cible, en fait, d'une manière totalement différente qu'un autre média, parce qu'on a ce côté très...
on est très dans l'émotionnel. Ils nous connaissent, en fait, les gens qui ils nous suivent tous les jours. Donc, ils ont vraiment l'impression de nous connaître et ils nous font confiance. Il y a ce truc de confiance en plus, je pense, qui est hyper important, qui peut être super dangereux selon qui l'utilise, selon qui est l'influenceur qui a la confiance de ses abonnés entre les mains. Communication, je me suis emballé, je ne vous ai même pas laissé répondre. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Communication, je sais pas, amitié. Amitié, je sais pas. Pour moi, la communication, ça tourne autour d'un message positif. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça quand je communique auprès de ma communauté. Enfin, c'est bizarre de dire la communauté. C'est mes amis, c'est mes copines. On discute vraiment de tout. Mais de tout, en privé souvent, parce que c'est des sujets qu'elles n'ont pas envie d'aborder en public auprès de tout le monde. Mais c'est vrai que, c'est vraiment des copines. Médias ? Médias. Radio, mon petit coup de cœur. Parce que c'est vraiment un média qui m'a marqué. C'est un passage de ma vie qui m'a vraiment marqué. Plus que la télé, j'ai adoré faire de la radio. Et je pense que j'y reviendrai un jour, peut-être, on verra. Je sais pas. Mais radio. La radio, c'est un média plus que centenaire aujourd'hui. Vous avez travaillé à la radio et dans un nouveau média, un média social, Instagram. Est-ce qu'il y a une manière... Est-ce que c'est le même métier, finalement ? C'est pas le même métier. Déjà, au niveau du timing, on n'a pas du tout les mêmes contraintes quand on est sur les réseaux sociaux. En plus, il faut voir le Instagram, par exemple, mon compte, je le vois vraiment comme mon média à moi, sans chef d'antenne, sans règles, avec les règles que je me suis imposées moi, finalement, ma ligne éditoriale à moi. Donc, je suis beaucoup plus libre, bien qu'on était très, très libre à la radio aussi, mais on est plus contraint. On est plus contraint dans les horaires aussi, on est plus contraint dans le temps de parole. Là, on fait vraiment comme on veut sur notre réseau à nous. Pas de chef forcément qui donne de feedback. Les marques peut-être. Comment on fait pour s'auto-analyser, s'auto-améliorer ? On doit se regarder fréquemment ? Oui, on se regarde beaucoup. Et puis, moi, j'ai beaucoup d'amis sur les réseaux aussi, des copines avec lesquelles j'échange tous les jours. L'une d'entre elles, Marie, avec laquelle j'ai même... monter une agence d'influence. Donc, nous, on est tout le temps dans l'échange. S'il y en a une qui fait quelque chose que l'autre trouve bizarre ou qu'elle cautionne, pas qu'elle cautionne pas, mais elle lui dit, mais ça, c'est bizarre, t'aurais pas dû le faire comme ça marchera pas, il faudrait que tu le fasses différemment. Donc, on est vraiment tout le temps dans les échanges et on s'aide un maximum. C'est avancer ensemble pour mieux avancer, ouais. Vous en créez des emplois, vous avez tout un staff qui travaille avec vous ? Oui, ouais. J'ai qui gravitent, qui satellitent autour de moi. J'ai 2 assistantes qui m'aident pour la création de contenu principalement, pour gérer le planning et puis pour m'aider au jour le jour sur plein de trucs, parce que la création de contenu, ça peut vouloir dire aussi faire tout un mood board sur une tenue en particulier, sur des objets qu'il va falloir mettre dans la photo, etc. Donc il y a pas mal de boulot autour de tout ça. Et j'ai un agent aussi. Donc, je suis pas du tout dans mon agence. J'ai monté une agence, mais je voulais pas avoir la double casquette. Donc, moi, j'ai mon agent à moi propre. Donc, c'est aussi quelqu'un qui m'aide au quotidien. Avoir un agent, c'est essentiel ? Essentiel. Ah non, mais c'est essentiel parce que elle s'appelle Clémence, elle est fantastique. Je sais pas si elle verra cette émission, mais vraiment, elle m'aide tous les jours. En fait, moi, je relève tous mes mails. Et je lui envoie tout ce que j'ai envie qu'elle traite, tout ce que j'ai pas le temps de faire. Vraiment, dès qu'il y a une marque qui m'intéresse, je lui envoie. C'est elle qui négocie, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui me met toutes les informations dans mon Trello. On travaille beaucoup avec Trello. C'est super pratique. Et voilà, ensuite, moi, j'exécute et je suis pas directement en contact avec la marque, ce qui me permet, moi aussi, de pas rentrer dans la négociation pure et dure et de rester juste Valentine Reine des Tartines, le profil qu'ils ont aimé comme ça, souriante, sans avoir besoin de taper des poings sur la table, parce que non, c'est pas mon tarif, et enfin voilà. Valentine Caporal, vous filmez nuit et jour, donc y a-t-il des moments où vous êtes off et vous filmez pas ? Sous la douche. Quoique, parfois, c'est eu arrivé. Non, mais généralement, je suis susceptible de tout filmer. Et j'aime bien montrer justement les moments aussi difficiles au milieu de la nuit. Par exemple, quand je viens d'avoir un bébé, que j'allaite toutes les 2 heures, où je suis vraiment crevée, j'en peux plus. Et en faisant ça, j'ai toujours des abonnés qui me disent « Ah, toi aussi !» Bon, ça me rassure, moi aussi, j'en peux plus, je suis au bout de mon slip. Et voilà, ça aide aussi à fédérer. Mais y a-t-il des limites que vous êtes fixées et à ne pas dépasser ? J'ai plein de petites choses que je garde pour moi au quotidien, dans mon couple aussi, parce que mon mari, il est très supportif. Il est
voilà, il me soutient vraiment, il est très dans le soutien, mais par contre, il est un peu timide. Et j'ai pas envie d'aller contre sa nature et de l'obliger à être sur les réseaux, pas du tout. Donc c'est vrai que quand il est là, je filme un petit peu moins, ou alors je filme différemment, parce que j'ai pas envie de le stresser avec ça. Et aussi, un autre truc que je me suis fixé comme limite, enfin, c'est même pas que c'est naturellement, je le fais, quand les enfants sont en crise, que vraiment ils pleurent, qu'ils sont pas bien. J'ai des abonnés qui me disent ouais mais chez toi on dirait que ça crie jamais. Je dis bah non mais simplement quand ça crie, je vais pas les filmer, je vais les réconforter. J'ai autre chose à faire que de prendre mon téléphone et de vous filmer ça. Donc voilà, ça c'est mes limites. Donc vous avez évoqué donc votre mari et là tout récemment donc vos 2 enfants. Donc y a-t-il une gêne ou un problème à exposer ses enfants sur les réseaux sociaux aujourd'hui en 2021? Oui, bah forcément, c'est des questions qu'on se pose, mais après, moi, du fait que je partage vraiment mon quotidien, c'est compliqué de ne pas les faire apparaître, et en même temps, ils sont vachement demandeurs. C'est qu'ils sont habitués, enfin, mais tous les enfants, même les enfants qui ne sont pas des enfants de créateurs de contenu, ils adorent être filmés, être pris en photo. Si on essaie de se filmer, ils vont vouloir venir faire une petite blague, faire une petite danse, enfin, c'est naturel. Après, moi, c'est vrai, comme ils sont à l'école, mon contenu, je le fais principalement quand ils ne sont pas là. Donc, du fait qu'ils sont tous les deux à l'école, ils ont aussi un petit peu disparu de mes réseaux. Ils sont toujours là, évidemment, mais ils sont moins présents. Vous parlez d'une envie de vos enfants des fois d'être filmés comme certains autres enfants. Mais est-ce que vous ressentez pas aussi une pression de la part de votre communauté justement à filmer ces moments par exemple, avec vos enfants et donc à les exposer de ce fait sur les réseaux? Je ressens pas de pression parce que ma communauté est principalement formée de mamans, de jeunes mamans qui elles aussi partagent tout le temps des moments de vie avec leurs enfants et qui s'attendent à retrouver la même chose chez moi aussi. Mais je sens pas de pression. Puis je le fais parce que je sais qu'au début, je montrais pas mon premier, Léo. Je le montrais pas parce que je savais pas trop. Et ça me tombait un petit peu dessus aussi, cette notoriété sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'était plus contraignant qu'autre chose. Et du coup, je partageais plus grand-chose parce que je voulais pas le filmer. Et voilà. Et après, c'est venu vraiment naturellement. Mais je pense pas qu'il y a une pression autour de ça. Et si c'est pas de la pression, est-ce que il peut y avoir de la culpabilité par contre à ne pas poster et ne pas partager? De ma part? Oui. Non. Non, non. Alors, moi, si je poste pas pendant 2 jours, je suis au plus mal. Hein. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va pas aller parce que c'est hyper important de poster tous les jours. Enfin, ça fait partie des petites règles qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais là, systématiquement, enfin, c'est rare maintenant que je poste des photos avec mes enfants. Là, il y en a eu quelques-unes parce qu'on était en vacances, donc forcément, on en a fait des photos de famille, etc. Mais sinon, le contenu, c'est resserré plus sur moi dernièrement. Ok, merci Valentine. De rien. Juste avant de se quitter, Valentine Caporal, le gris-gris, forcément, un objet qui vous est utile. Je vois rien. Ah bah oui, Mon téléphone. il est passé inaperçu jusque-là. Mais en fait, c'est un peu le prolongement naturel de mon bras, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. Mais oui, c'est effectivement l'outil de travail indispensable quand on fait de la création de contenu. Bien que toutes mes photos, pour la plupart en tout cas, sont prises à l'appareil photo depuis bientôt 1 an. Et ouais, depuis 1 an, j'ai cet appareil. Donc maintenant, j'essaye de mettre un point d'honneur à ce que les photos qui apparaissent dans mon feed soient prises avec mon appareil photo. Mais sinon, au quotidien et de manière spontanée, les stories, c'est vraiment avec ça qu'on le fait. Justement, pour le commun des mortels, Instagram est pensé pour pouvoir être utilisé entièrement depuis un téléphone portable. Mais pour les créateurs de contenu, il y a plein de plateformes digitales autres qu'Instagram qui sont utilisées. Oui, absolument. Lesquelles ? Alors, par exemple, pour tout ce qui est montage vidéo, on va avoir besoin déjà d'un logiciel de montage. On peut travailler sur Premiere, on peut travailler sur Final Cut, enfin peu importe, selon les affinités. Ensuite, on a besoin de musique libre de droit. Donc moi, j'utilise Epidemic Sound. Donc ça, c'est aussi important parce que sinon, on se fait virer les contenus par Instagram. Quoi d'autre d'important? L'appareil photo, comme je vous l'ai dit, hyper important. Après, filmer, je filme tout le temps à l'appareil parce que c'est vrai que les appareils aujourd'hui sont très, très performants. Donc pour faire de la vidéo, c'est amplement suffisant. Surtout que c'est un petit format, donc c'est pas non plus... HD, enfin ce qu'on produit pour les réseaux reste en format assez petit. Mais voilà,
Donc il y a quand même des choses qui se font sans le téléphone. Le trépied, indispensable aussi. Le trépied, parce que souvent on travaille seul. Moi j'ai la chance d'avoir des assistantes, mais c'est vrai qu'avant ça, je travaillais toute seule et mon mari n'était pas forcément dispo pour me prendre en photo, donc c'était toute seule que je le faisais. Donc ouais, le trépied, c'est aussi indispensable. Donc c'est vraiment le premier accessoire à acheter si on veut pas solliciter notre conjoint comme trépied humain, c'est bien ça. C'est ça. Merci Valentine Caporal d'être Merci passée à vous. nous rendre visite dans B2B. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour partir à la découverte de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.